qui prête intérêt? Les Juifs. Très intéressant. Je note. Là, ça me ramène à une histoire, qui n'est pas juive, mais qui est, à mon avis, la meilleure théorie de l'antisémitisme, qui est une pièce de Labiche. Je ne sais pas si vous connaissez Labiche. Il a écrit une pièce qui s'appelle Le voyage de M. Perrichon. Le voyage de M. Perrichon, c'est une pièce où M. Perrichon part avec sa fille à Chamonix en vacances avec deux prétendants. Il y en a un qui est gentil et l'autre qui est méchant. Le premier matin, il part avec le gentil pour aller monter la mer de glace, et en rentrant, le gentil est tout content parce que, par malheur, M. Perrichon est tombé dans une crevasse, il lui a sauvé la vie, et donc il pense qu'il va pouvoir comme ça avoir la main de sa fille. Le lendemain, M. Perrichon repart faire la même traversée avec le méchant. Et en rentrant, c'est le méchant qui est tombé dans une crevasse, et c'est M. Perrichon qui lui a sauvé la vie. Et devinez quoi? M. Perrichon préfère le méchant. Parce qu'on préfère toujours quelqu'un qui vous doit quelque chose à quelqu'un à qui vous devez quelque chose. C'est le fondement même de toutes les théories qui définissent l'antisémitisme, qui définissent toute relation humaine. Le fondement de la relation humaine, c'est l'ingratitude qui renvoie à la loyauté du contrat. S'il y a un contrat, il n'y a pas d'ingratitude. Or, le peuple juif se trouve en situation de double ingratitude. Il a apporté Dieu, il a apporté l'argent. Et donc, deux raisons de l'éliminer, à un moment où justement la morale est remise en cause, donc Dieu, fondement de la morale, et l'argent, fondement de la crise actuelle. Donc, nous sommes dans l'œil du cyclone. Nous sommes dans l'œil du cyclone. D'où l'importance extrême de rappeler ce que nous sommes vraiment. C'est-à-dire que nous n'avons, oui, aucun complexe à l'égard de l'argent, mais à condition que l'argent soit utilisé de façon morale. Oui, nous n'avons aucun complexe à l'égard de la morale, à condition que la morale se traduise dans le droit. Et là, M. le rabbin a eu raison de rappeler que l'obsession juive, c'est pas la morale. La morale, c'est rien s'il n'y a pas du droit. Et le droit, c'est rien s'il n'y a pas de sanction. D'où l'importance extrême de tout ce qu'il y a dans le Talmud, et en particulier même déjà dans le Lévitique, sur les sanctions. À quoi ça sert d'avoir des règles morales? À quoi ça sert d'avoir des règles de droit? Il n'y a pas de sanctions. Et à quoi ça sert d'avoir sanctions s'il n'y a pas de prison, de policiers, de juges, un État pour faire que le droit soit appliqué? Donc la morale sans État, c'est du baratin. C'est des mots qui camouflent un discours sans importance. Donc aujourd'hui, toute la grande question dans laquelle nous sommes, c'est de savoir s'il sera possible un jour, bientôt, pour régler tous les problèmes que le monde affronte, sans avoir à passer par la désignation de bouc émissaire, ça rôde en ce moment, si nous allons être capables de créer un système de droit mondial capable de régler ça. Parce que si vous créez un système de droit aux États-Unis, en Europe, au Japon, dans ce machin qu'on appelle le G20, il existe toujours Gibraltar. Ah oui, j'ai oublié de le dire. Je n'ai pas voulu le dire, mais je le dis au passage. C'est là où se trouve le logiciel, en passant. Il existera toujours des Gibraltar sur la planète. Nous devons aujourd'hui penser que la règle morale doit être une règle planétaire. Alors on nous dira, bon, c'est utopique, c'est pas possible, ça n'a pas de sens. Ouais, ça n'a pas de sens. Gouvernement mondial, pas de sens, c'est impossible. Deux exemples pour terminer. Premier exemple, pourquoi serait-on incapable de mettre un gouvernement mondial sur des choses si peu importantes, aussi peu importantes que la finance, alors qu'on a été capable de faire un gouvernement mondial pour quelque chose de très important qui s'appelle le football, où il y a un gouvernement mondial. Puisqu'on peut aujourd'hui, si la FIFA change les règles, elle est appliquée dans le moindre club de football au fin fond du Mali. Et aussi au Brésil et aussi en France. Pourquoi on fait dans l'un et pas dans l'autre? Deuxième exemple. J'ai parlé de la Somalie tout à l'heure. J'ai dit que la Somalie est un domaine de non-droit. Pourquoi la Somalie est un domaine de non-droit? Parce que tout le monde se moque de la Somalie. Les Somaliens meurent, tout le monde s'en moque. Par contre, qu'est-ce qui se passe juste à côté de la Somalie? Juste à côté de la Somalie, il y a un couloir maritime très important où passe entre le tiers et la moitié du pétrole mondial. Enfin, des échanges mondiaux qui vont entre le pétrole, l'Asie, l'Europe, etc. Et il y a eu, vous avez entendu parler pendant un certain temps,
de pirates. Et puis depuis un certain temps, je n'avais pas remarqué qu'on entend moins parler de ça. Pourquoi? Parce que ces pirates, au lieu de s'occuper seulement de prendre en otage quelques touristes suffisamment stupides pour se promener là, sont intéressés à des pétroliers. Là, ça devenait sérieux. Qu'est-ce qui s'est passé? Progressivement, on a vu arriver la marine américaine, la marine indienne, la marine chinoise, la marine russe, la marine française, la marine italienne, la marine anglaise. On a créé une opération qu'on a appelée l'opération Atalante. On a mis toutes ces marines ensemble. On a nommé un amiral qui commande. Il se trouve britannique, comme c'est normal. Et on a un gouvernement mondial de cette région. Et je vous assure que ça rigole plus. Plus personne ne passe sans être vérifié. Donc, quand on veut, on peut. Quand on veut, on peut. Mais en fait, l'autre situation idéale, c'est une ville qui soit en quelque sorte la capitale planétaire d'un univers. On peut imaginer un gouvernement mondial à Jérusalem. Même si on peut imaginer, rêver d'un Jérusalem devenant capitale de la planète qui sera un jour unifié autour d'un gouvernement mondial. C'est un joli lieu pour un gouvernement mondial. Attali nous dit la solution c'est le gouvernement mondial, la Banque centrale mondiale. Oui, il termine en disant tout ça est une utopie bien lointaine, mais intellectuellement il est obligé de le mentionner. Je trouve ça régulier de sa part. C'est important d'ailleurs. Parenthèse sur Marx. Marx ne pensait que le capitalisme ne pourrait pas être déplacé nationalement, mais uniquement de façon mondiale. Donc je pense que le socialisme viendrait après le capitalisme, mais pas à la place. Donc je pense qu'il faut viser le gouvernement mondial comme une stratégie. Et d'ailleurs, quand les gouvernements parlent du G20, c'est une illusion, une sorte de retard avant le gouvernement mondial. On va vers ça. Est-ce qu'on ira à la place de la guerre ou après la guerre? Je ne sais pas. Mais c'est ça qu'il faut viser. D'accord. Vous avez entendu ce qu'il vient de dire? Oui. Est-ce qu'on ira avec ça? Comment vous avez Avant la guerre ou à la place de la guerre? Avant la guerre ou... Non. Ou à la place de la guerre? Non, vous avez dit après la guerre. Après la guerre, pardon. Oui. Après la guerre ou à la place de la guerre, bien sûr. Est-ce qu'on fait une guerre ou est-ce qu'on n'en fait pas et puis... Le traité de Versailles, c'était après la guerre. Le traité des Nations Unies, la SDN, c'était après la guerre. La Nations Unies, c'était après la guerre. Je suis plus que très attaché. Je suis inconditionnellement attaché à Israël. Je suis un ami inconditionnel d'Israël. Et c'est à ce titre que je vous dis qu'au contraire, ces printemps arabes, je pense que c'est bon pour Israël. Et je peux vous dire une troisième chose. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer.